Au soir, la curiosité me ramena derrière les rideaux de ma fenêtre. Tout était éteint chez le fonctionnaire du premier, mais l'homme roux montait la garde, et à la position occupée par lui, je compris immédiatement que je devenais l'objet de sa surveillance. D'ailleurs, je dus commettre quelque maladresse, car il devina immédiatement ma venue et se blottit en arrière. Je pouvais considérer les hostilités comme engagées, puisqu'il m'espionnait. Sans doute étais-je de trop pour lui. Je me sentais horriblement las, et il m'en coûtait de prolonger cette veillée. D'autant plus que rien n'apparaissait dans le salon aux glaces, toujours obstinément noir. Je me dévêtis en hâte et me jetai sur ma couche. Un sommeil épais m'anéantit. À une certaine heure de la nuit, je fus éveillé par des bruits inquiétants, une succession de grattements, de frottements, de petits chocs étouffés me donnèrent l'impression d'une escalade. En un instant, j'avais bondi à ma vitre, et il me sembla voir la silhouette de l'homme roux achevant de franchir son appui de fenêtre et s'enfonçant dans son gîte. En face, l'obscurité régnait toujours. Le rayonnement lunaire, frappant la façade, découvrait les croisées fermées. Tout était en ordre. Je me recouchai. Je me rappelle avoir entendu une horloge sonner 2 coups. Quelques heures après, les journaux relataient un nouveau méfait du vampire. Angèle Mercier, une enfant de 18 ans, avait été retrouvée dans la rue du Chat qui pêche, percée de coups. Selon des déductions médico-légales, la malheureuse avait été tuée vers 1h du matin alors qu'elle sortait d'un bal populaire. Et la presse commentait « Est-ce le vampire ?» Ce jour-là, je ne travaillais pas. Je passais des heures et des heures à contempler la fenêtre de l'homme roux, l'entablement de pierre, le balcon inférieur et le sol de la cour. Était-il possible de descendre et de remonter si aisément par là sans donner l'éveil ? Je voulais, afin de tranquilliser ma conscience, me prouver que la chose était inexécutable, et je n'arrivais qu'à me convaincre du contraire, pour un homme agile et vigoureux, tel que devait être un marin. Toujours l'idée du marin. La difficulté n'existait pas. Alors si c'était... J'allais et je venais dans mon atelier, me traitant d'hurluberlu, accusant ma cervelle de travailler dans le vide. Rien n'y faisait. J'en revenais à la conviction que l'homme roux, après avoir ostensiblement marqué sa rentrée sous les yeux de la concierge, avait pu ressortir sans difficulté et sans bruit de porte. À force de remuer ces idées, j'en devenais malade. Au cours de la journée, une découverte me stupéfia. J'aperçus sur le tapis de ma chambre un petit point brillant. M'approchant, je constatai qu'un rayon de soleil jouait sur un objet minuscule que je ramassai. C'était une breloque de style rudimentaire, représentant un oiseau exotique. D'un travail très naïf, le bijou ne devait pas valoir bien cher. Mais d'où venait-il ? J'eus instantanément une intuition. D'un coup d'œil, je calculai la trajectoire possible de la fenêtre de mon voisin à la mienne. « Je deviens stupide !» me disais-je en essayant de lutter contre l'hypothèse obsédante. « Je ramène tout à cet homme qui me prouve, et pourquoi ?» Rien à faire. La certitude était ancrée en moi. Ce bijou de mauvais aloi n'avait pas été placé là pour rien. Quel était son secret ? Des superstitions vagues m'assaillirent. Je n'aurais pas dû y toucher, murmurai-je. Je lançai la breloque par la fenêtre avec répulsion et elle alla se perdre dans la cour. Ma tête brûlait. Cette fois, la fièvre me tenait sérieusement. Je suis sujet à de petits accès de paludisme, généralement brefs et peu accentués. Je me hâtai de prendre un peu de quinine et j'allais m'étendre sur mon divan. Je crois avoir subi un engourdissement prolongé. Je ressentais des chocs atroces et rythmés sur les tempes, occasionnés par les pulsations fébriles. Dans mon délire, je fus effrayé par de terribles yeux pâles, fixés sur moi. Mais la seconde d'après, ils s'évanouirent et je compris que je rêvais. Une accalmie me rendit des forces et j'espérais même que l'accès était terminé. Je me levai et fis quelques pas. La nuit revenait déjà. Pour la première fois, je vis de la lumière chez l'homme roux, une clarté fumeuse, mais qui me livrait suffisamment l'aspect d'un coin de la chambre. Sur la cheminée, une grande poupée attira mon attention. Je ne sais comment décrire ce jouet, ou plutôt ce bibelot, un corps brun,
probablement en bois, avec une grosse tête ronde qui ressemblait à un mufle d'animal. L'homme était penché sur le pantin et l'examinait sans bouger. Il semblait concentrer toute sa puissance visuelle sur ce morceau de bois sculpté. Enfin, il esquissa un geste. J'eus l'impression qu'il enroulait une chaînette ou un collier autour du cou de la poupée noire. D'effrayantes conjectures s'imposaient à moi. Toutes ces pratiques auxquelles j'assistais dans un état d'impuissance morbide revêtaient un caractère fantastique. Du tréfonds de ma mémoire montèrent de confuses notions de sorcellerie, d'envoûtement. À quelle diabolique besogne se livre cet homme ? Me demandai-je. Parlais-je tout haut ? Je ne sais pas, mais l'homme jeta de mon côté un de ses horribles regards, poussa une exclamation irritée et éteignit la lampe. Encore une fois, ses yeux m'avaient fait mal. Je ne me rappelle plus la suite qu'à travers un brouillard. Je m'étais recouché, du temps s'écoula, puis j'entendis le sifflement, ce sifflement que je connaissais bien. Attiré par le vertige de l'angoisse, je me traînai jusqu'à ma croisée. En face, dans le salon brillamment éclairé, 3 ou 4 femmes en rouge marchaient. Il me sembla que leur nombre augmentait, un vrai ballet de sabbat. La fièvre me rejeta sur ma couche. J'étais en plein accès, mes genoux ne pouvaient plus me porter. Le sifflement reprenait par instants. Ensuite, je perçus les grattements d'une escalade ou d'une descente le long de la façade. Du temps passa encore, beaucoup de temps. Minuit venait de sonner. De grands cris emplirent la cour et provoquèrent, tant ils étaient poignants, une rumeur immédiate de gens réveillés. Je retrouvai des forces pour aller regarder. À une fenêtre du salon, un homme s'agitait, un homme barbu, grisonnant, que je devinai tout de suite être l'époux de la femme en rouge. Il hurlait « Hélène ! Hélène ! Qu'est-elle devenue ?» Très vite, des voisins descendirent, s'approchèrent. Je voulus appeler, mais j'étais trop faible. Il nous arrive ainsi, dans les cauchemars, de ne pouvoir formuler aucun son. J'étais là, infiniment là. Des frissons me parcoururent, j'abandonnai la fenêtre, vaincu. Le reste de la nuit fut pour moi un long supplice. La fièvre tenait bon. À plusieurs reprises, le sifflement de l'homme roux déchira mes oreilles. Mais je ne saurais dire si c'était réalité ou cauchemar, car je ne pouvais non plus fermer les yeux sans retrouver le regard livide du monstre, comme s'il avait été gravé au revers de mes paupières. Le lendemain, la fièvre ne décrut pas. Je fis à peine attention à la mère Fenestrier quand elle vint s'enquérir de mon état. Je lui interdis seulement de quérir un docteur et d'aller chercher Mariette. Quand une légère régression du mal me permettait de raisonner, la hantise de l'homme rond n'en persistait pas moins. Je savais qu'il avait barre sur moi et que des maux bien plus terribles allaient me poursuivre parce que j'en connaissais trop long sur son compte. Je cherchais en vain un moyen de me libérer, d'échapper à la menace, et je ne trouvais rien, puisque cette menace était seulement inscrite dans ma pensée. Puis, je sentis comme un poids qui tombait, mais ce poids-là, c'était peut-être bien celui de ma volonté anéantie. Allégé, dispos, je respirai largement, je me levai, m'habillai et je sortis. La mère Fenestrier fut ravie de me voir dans la cour si promptement guérie. Elle saisit l'aubaine au bon pour m'entretenir d'un sujet brûlant qu'elle n'avait pas osé aborder durant ma fièvre. Cette pauvre dame dont nous parlions l'autre jour, elle n'a pas reparu. Où a-t-il pu l'emporter ? Qui ? Il ? Le vampire ! J'éclatai de rire au nez de la vieille femme et je m'en allai en répétant « Le vampire ! Le vampire !» J'arrivai droit au commissariat. Je refusai de parler au secrétaire et voulus voir le magistrat en personne. Et nettement, posément, je m'accusai d'être l'auteur des 12 assassinats attribués au vampire. Le commissaire me prit pour un déséquilibré ou un journaliste en veine de mystification. Je discutais, j'ergotais, j'alignais des détails. Je ne me croyais pas moi-même aussi bien renseigné. Ce fut alors qu'on me mit en état d'arrestation.